Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir sur cette conférence que nous avons baptisée Jamais sans mes données de vie réelle. Euh, Vous êtes tous là, vous nous rejoignez au fur et à mesure. On attend à peu près, on va dire, il y avait 70 enregistrés pour la conférence et on les attend au fur et à mesure. Ils vont rentrer. On est sur un sujet brûlant avec les données de vie réelle. Brûlant, prégnant. Les autorités réglementaires dans le monde entier ont tout ce dossier sur leur bureau et elles affinent progressivement leurs exigences. Il y a des enjeux financiers importants derrière. Et l'objectif final, évidemment, on le partage tous, c'est la qualité des soins prodigués aux patients dans le cadre d'une médecine qui devient de plus en plus personnalisée. Et c'est un dossier essentiel dans l'évaluation des candidats médicaments. Alors pour échanger avec vous et moi sur le sujet, j'ai deux experts et invités de grande qualité. Romain Finas, qui est avec nous, qui est vice-président de l'activité Real World Evidence chez Alira Health, et Bonsoir. Anne-Lyne Couillereau, qui est directrice associée Market Access France chez Alira Health, qui est en charge du Bonsoir. développement de stratégies d'accès au marché des produits de santé et des dossiers réglementaires aux autorités sanitaires. Voilà, j'ai fini le titre. J'ai tout dit. Alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on doit aller dans les données de vie réelle? Quels sont les bénéfices pour l'entreprise, pour le patient, les coûts, les limites? Est-ce qu'on peut imaginer un changement de paradigme? On a beaucoup de questions à aborder ce soir. On va peut-être commencer, Romain, par une toute petite présentation d'Aliraed, vraiment 2-3 secondes sur la société, puis après on attaquera rapidement sur le sujet de la conférence du soir. Romain, à vous. Merci Jacques Bernard pour cette introduction et on est absolument ravis avec Anne-Lyne d'aborder ce sujet qui nous anime dans notre quotidien. Donc Alira Health est une société qui est européenne avec à peu près 500 personnes aujourd'hui, 300 en Europe et 200 aux États-Unis. Notre cœur de métier en fait et notre idée était d'accompagner les industriels de santé, donc acteurs de laboratoires pharmaceutiques, biotech et medtech, tout au long du cycle de vie du produit. Donc ça veut dire une capacité de faire de la recherche, ça veut dire une capacité d'être une CRO dans le cadre des essais cliniques, d'accompagner tout ce qui va être le conseil réglementaire dans l'introduction des produits. Ensuite, tout ce qui va relever de l'accès au marché de ces produits, la négociation du prix et remboursement, et puis des entités comme la mienne qui travaillent sur le Real World Evidence, donc fournir des données venant du système de santé pour pouvoir éclairer des décisions réglementaires ou des décisions d'accès. Et notre entreprise, en fait, s'est construite sur la base aussi d'un conseil en stratégie, quelle vision pour le portefeuille de produits, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis l'accompagnement à la mise en place des portefeuilles stratégiques des laboratoires ou des industriels, donc comment acheter ou vendre des portefeuilles de services. Donc on est ravis parce qu'on présente vraiment deux aspects avec Anne-Lyne très importants pour la discussion. À la fois le point de vue finalement de l'industriel qui doit travailler sur les données de santé pour présenter ses dossiers aux autorités, et puis mon entité qui, elle, réalise des études ou accompagne des industriels dans leur stratégie de partenariat ou d'investissement dans des sources de données pour pouvoir alimenter les dossiers présentés aux autorités. Alors, merci Romain pour cette présentation. On va commencer par balayer très rapidement tous les trois ensemble les données de vie réelle, pourquoi faire. C'est un point important avant de commencer. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Romain. C'est moi qui commence, d'accord. Ouais, allez. Les données de vie réelle, en fait, sont. D'abord, il faut, je pense, un peu donner un cadre à la discussion pour bien être sûr qu'on parle de la même chose. Les données de vie réelle vraiment complémentent les données de l'essai clinique qu'on connaît dans un cadre qui est très contrôlé, où il y a des attachés de recherche clinique qui notent une donnée, qui est avec une rigueur très importante, puisqu'il s'agit à la fin de démontrer l'efficacité d'un médicament. La source de données est là véritablement quelqu'un qui va sur le terrain au contact des patients dans le cadre d'une étude interventionnelle. Les données dites de vie réelle sont les données qui sont produites en routine par le système de santé, à partir desquelles on va réaliser des études assez similaires sur l'efficacité, sur le coût-efficacité, voire le coût-utilité lorsqu'il s'agit aussi d'obtenir le point de vue du patient et de son expérience. Et pour ça, on va chercher à travailler sur des données ou les relier entre elles, entre des données qui viennent des hôpitaux, donc le dossier médical, l'imagerie, la biologie, la NAPAT, etc.,
les données qui viennent finalement du payeur, donc l'assurance maladie essentiellement en France, mais plusieurs payeurs dans d'autres pays selon les systèmes, et puis les données qui viennent elles-mêmes parfois du patient, donc ça peut être tout simplement des dispositifs médicaux, voire ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things, avec des dispositifs qui viennent mesurer au travers de questions l'expérience du patient dans sa vie avec la maladie et le médicament. Donc l'ensemble de ces données permet de fournir une base de travail et finalement est porteur de plusieurs promesses par rapport à l'essai clinique, la capacité de pouvoir travailler sur un spectre, on va dire, plus large de données, plus longtemps qu'un essai clinique qui est finalement assez borné dans le temps. C'est la promesse aussi par rapport à un essai clinique qui nécessite l'intervention d'attachés de recherche clinique pour vraiment capturer, collecter la donnée, de pouvoir directement utiliser la donnée des systèmes de santé et donc de se dire on va réduire le coût d'acquisition de la donnée et faire quelque chose qui va être rapide. Donc voilà, plus de rétrospective, plus de temps, moindre coût. Ça, c'est la promesse des données de vie réelle aujourd'hui pour compléter les essais cliniques et comprendre ce qui s'est passé. Anne-Lyne, de votre côté oui, et de votre point de vue. Oui, bien sûr, je peux compléter sur le point de vue du market access, du coup, pour donc remplir et soumettre les dossiers aux autorités sanitaires. Alors, en effet, comme Romain l'a dit, les agences sanitaires vont bien sûr regarder, évaluer le bénéfice clinique du produit pour ensuite évaluer et décider de son prix et de son remboursement. Et le gold standard, bien sûr, reste l'essai clinique. Mais comme Romain l'a précisé également, il y a des contraintes sur les essais cliniques, les critères d'inclusion qui peuvent être très précis. Et donc, on n'est pas sûr du coup de la population qu'on va inclure dans l'essai si elle va être transposable et représentative à la population qui va être véritablement traitée en France. Et donc, c'est le développement de données de vie réelle va permettre de compléter les données de l'essai clinique. C'est vraiment une source de données complémentaires qu'il ne faut pas négliger. Et c'est quelque chose qui est vraiment à anticiper très tôt dans le développement des produits, car ce sont des données qui peuvent être longues à obtenir et à analyser, puisque derrière tout ça, il y a un enjeu également de méthode. Donc, il y a la bonne méthode à utiliser pour obtenir la bonne donnée pour pouvoir les implémenter ensuite dans le dossier à soumettre aux autorités sanitaires. Donc, voilà un petit peu en introduction. Parfait. Anne-Lyne, justement, vous avez un passé à la HAS et ce qui est intéressant, c'est d'avoir votre point de vue, puisque vous avez eu un pied dans la HAS avant, maintenant vous êtes dans le privé. Comment est-ce qu'on est en France, comment est-ce que les entreprises appréhendent la donnée de vie réelle, les entreprises de biotech et les personnes que vous rencontrez? Alors, c'est quelque chose qui peut être, du coup, c'est pour ça que j'insistais en introduction sur le fait qu'il fallait anticiper ce genre de démarche. C'est quelque chose qui peut peut-être être un petit peu négligé, en fait, dans les dossiers et qui peut se traiter après coup, où les industriels vont finalement se dire je vais miser sur mon essai clinique, je vais faire la preuve avec mon essai clinique, ce qu'il faut bien entendu faire, mais il est parfois nécessaire pour des produits spécifiques innovants qui ont eu un développement assez rapide, il peut être nécessaire d'apporter des preuves complémentaires. Et ça, finalement, des fois, c'est un petit peu traité de façon insuffisante. Et les industriels peuvent également se dire que, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant d'ailleurs, que notamment la HAS va du coup demander, si elle le souhaite, des données complémentaires en post-inscription. Et donc, à partir de ce moment-là, en effet, on mettra en place une étude. Mais je pense qu'il y a un petit peu une vision qui est en train de se créer avec un enjeu du coup pour développer des données de vie réelle dès la primo-prescription. Et même d'ailleurs pour le post-inscription, les études qui peuvent être menées en post-inscription peuvent s'anticiper et les industriels ont d'ailleurs tout intérêt à anticiper ce genre d'études, même si elle va intervenir après la mise sur le marché. Merci pour cette réponse. Alors, Romain, on va passer sur votre point de vue. Il faut une gouvernance pour mener à bien tous ces. Où est-ce qu'on en est en France? Comment vis-à-vis des données de vie réelle? Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on est dans la compétition? Est-ce qu'on n'y est pas? Comment vous voyez les choses? Alors, déjà, en France, aujourd'hui, entendre les échanges qu'on a avec
nos clients, qui peuvent être des clients soit au niveau des filiales, soit au niveau des headquarters. La France quand même dispose avec à peu près les 150 à 200 registres et cohortes qui sont appareillés avec les données de l'assurance maladie, d'un cadre, d'un patrimoine de données qui est quand même un atout, honnêtement, dans la compétition mondiale aujourd'hui. Donc ça c'est on part quand même avec quelque chose qui est un vrai atout. L'enjeu, et je crois que Adeline l'a très très bien décrit, l'enjeu maintenant, c'est véritablement de pouvoir fournir une donnée qui corresponde à la question de recherche qui est posée. Et les questions de recherche, elles évoluent en fonction des innovations thérapeutiques, des innovations de biomarqueurs, etc. Et donc, ce patrimoine de données va devoir évoluer dans le temps, s'enrichir en permanence pour pouvoir répondre aux questions qui vont être posées par les industriels. Et il est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup du sujet, et c'était l'introduction par Adeline sur le côté démonstration, un usage de ces données pour faire de la démonstration. Mais il y a quand même tout un volet aujourd'hui qui émerge et qui est essentiel, qui est celui, alors on entend beaucoup parler, d'intelligence artificielle. Vous en parlez dans l'introduction sur la médecine personnalisée. Ça va quand même être la capacité à avoir au même endroit des données particulièrement disparates, mais avec un niveau de qualité pour pouvoir être entendu par les autorités qui est absolument gigantesque. C'est-à-dire qu'il faut avoir une rétrospective, il faut avoir un contrôle de cette donnée, c'est-à-dire finalement il y a des données qui sont par exemple dans le dossier médical qui ne sont pas structurées. Un compte rendu d'hospitalisation parfois est un peu écrit à la volée. Il va falloir structurer cette information pour pouvoir l'utiliser. Ou il y a des données qui sont collectées en routine, mais dont la plausibilité doit être testée. Et donc là où je veux en venir, c'est que vraiment la création de ces bases de données qui vont servir aussi bien à l'objectif de démonstration qu'évoquait Adeline, à des objectifs de compréhension. On a besoin de comprendre comment des médicaments sont prescrits, comment il y a des usages, quels sont les parcours patients, et puis maintenant des objectifs de plus en plus d'innovation autour de l'intelligence artificielle. Eh ben, il va falloir véritablement investir dans ces sources de données pour qu'on puisse faire de l'intelligence artificielle au long cours. Parce que vraiment, l'enjeu, c'est de se dire, c'est une phrase qui est bien connue de tout le monde, qui est garbage in, garbage out. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une donnée sur laquelle on va pouvoir entraîner les intelligences artificielles et qui vont pouvoir apporter des résultats qui soient réplicables. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des bases de données utiles et bien faites, par exemple à Lyon, à Paris ou à Bordeaux. Mais si je me translate dans un autre établissement et que le jeu de données ne fonctionne pas, ou il n'y a pas toutes les données dedans, eh ben mon IA peut pas fonctionner. Donc pour revenir à la question de la gouvernance va vraiment devenir vraiment essentielle maintenant parce que on voit bien qu'il va falloir se mettre d'accord sur le jeu de données qui va être utile pour la démonstration, pour les besoins de recherche, pour l'IA. Donc on a déjà plusieurs domaines possibles qui peuvent être adressés par les données de santé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la question est, je pousserais presque le trait, probablement trop, mais en disant que ce n'est plus vraiment une question de technologie. On a pendant des années cherché à connecter un peu toutes les sources, les dossiers médicaux, l'imagerie, etc. La question devient de plus en plus une question de gouvernance pour savoir ce qu'on doit fournir comme données pour pouvoir supporter la recherche d'aujourd'hui et de demain. Il y a vraiment cette phrase un petit peu bateau, mais qui, je pense, résume bien l'idée. Il n'y a pas de qualité sans finalité. Or, la qualité est essentielle pour faire l'IA. Elle est essentielle pour avoir des données fiables pour l'évidence. Donc, voilà, l'enjeu, il est véritablement de définir le là et puis après, de financer ces efforts colossaux pour que plusieurs établissements fournissent la donnée nécessaire. On parle d'ailleurs de financement monétisation. L'enjeu de financement monétisation, on l'avait évoqué, c'est 2 à 3 millions par an sur certains dossiers, sur certaines cohortes. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce qu'on va faire en fait pour s'en sortir de ce côté-là? Anne-Lise, vous avez une idée? Romain, je passe à Romain. Voilà. Aujourd'hui, la question de la monétisation, je pense que déjà, il y a une dimension vraiment d'information essentielle à donner au public sur finalement la donnée pour installer véritablement un environnement de confiance autour des données. La RGPD a donné un cadre, c'est-à-dire, écoutez, les données personnelles sont des données sensibles, elles doivent être protégées, et c'est vrai. Cette protection ne veut pas dire qu'on ne les utilise pas pour faire de la recherche. Ça veut dire que pour arriver
à fournir une donnée de qualité qui va permettre de faire les essais qu'on évoquait tout à l'heure, faciliter l'accès aux médicaments, finalement à la fin faire bénéficier le patient de ces innovations. Il va falloir vraiment expliquer, voilà, votre donnée, elle est très utile et il faut la transformer, ça coûte cher. Je pense que pour reprendre un petit peu l'image de la mine, voilà, on a connecté les dossiers médicaux, l'imagerie, etc. Donc on a sorti le minerai du fond de la mine, là il est sorti du puits. Pour le raffiner, de dire avoir une donnée qui est suffisamment de rétrospective, qui est suffisamment de qualité, de fiabilité dans le temps, etc. C'est un énorme travail. C'est un énorme travail qui est encore manuel aujourd'hui, qui est très très manuel. On demande aux mêmes attachés de recherche clinique souvent d'aller finalement remplir des dossiers, des formulaires pour constituer des bases de données fiables. Donc, on voit bien que là, il y a un investissement majeur qui est fait pour quelque chose qui est encore très manuel si on veut avoir des données utiles pour pouvoir faire de l'innovation, être attractif. Donc, la monétisation, pour moi, avant tout, c'est une histoire d'information pour bien éduquer ce que c'est que cette donnée et comment elle se transforme. Après, il y a véritablement à trouver le modèle, à se mettre d'accord sur la façon dont on va rémunérer les uns et les autres, quand on va rémunérer j'allais dire la collecte à la base, dont on va rémunérer la transformation qu'on apportait tout à l'heure. Donc là aujourd'hui, il y a encore un petit peu de flou encore, très très honnêtement. On sait combien ça coûte de produire une donnée. Vous avez donné des chiffres de 3 millions. Ça c'est pour une cohorte française. Mais dès qu'on va vouloir travailler sur des cohortes à un échelon européen, qui aujourd'hui est essentiel pour pouvoir rester compétitif face aux États-Unis qui sont intégrés, ou même à la Chine qui aujourd'hui a finalement une approche intégrée par rapport à son pays, on voit bien qu'il va falloir investir beaucoup plus. On est sur des budgets de 8 à 10 millions d'euros minimum par an sur des cohortes avec plusieurs pays. Donc, il va falloir couvrir ces coûts d'investissement, il va falloir tout ça. Donc, dédramatisons un petit peu la question de la monétisation, montrons les bénéfices par l'information aux patients et tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à ce que tout le monde joue le jeu, parce que sinon demain, c'est une recherche qui est moins attractive, c'est des questions de scalabilité de l'intelligence artificielle qui vont être en jeu, parce qu'on ne sera pas mis d'accord sur la façon de travailler, et puis ça devient véritablement une question de souveraineté des décisions d'accès. Alors, je veux bien rebondir sur ce que vient de dire du coup Romain. Alors, je suis tout à fait d'accord, la collecte de données, et le recueil de données, l'analyse des données de vie réelle, c'est quelque chose qui, en effet, peut être très coûteux. Mais en fonction de la question de recherche, alors bien sûr, je me place du côté les données qui vont être utiles pour l'accès au marché. En fonction de la question qu'on va se poser à quelle question on va vouloir répondre, si ça va être pour chercher une efficacité comparative, avoir les caractéristiques de la population dans le contexte français, ou bien avoir des données de qualité de vie, ou bien des données sur la prise en charge standard, ou sur les comparateurs cliniquement pertinents, en fonction de la question à laquelle on va vouloir répondre. Je pense aussi il faut se poser la question de la source de données qui va permettre de répondre à toutes ces questions. Et il y a la possibilité, il y a beaucoup de registres de données, de sources de données qui existent en France, comme Romain l'a précisé. En fonction de la question, on va pouvoir aussi aller sur de la donnée existante. Et après, bien sûr, ça peut du coup avoir un impact sur les coûts. Il y a la possibilité également, si c'est anticipé, de faire des partenariats publics-privés. Donc, il y a plusieurs pistes qui existent qu'il faut bien sûr anticiper, mais qui évitent aussi, en fonction bien sûr du produit sur lequel on se positionne, mais il y a plusieurs pistes qui sont à creuser et qui peuvent du coup avoir un impact sur le coût. Peut-être un élément complémentaire sur la notion du coût. On a beaucoup parlé de données. En fait, aujourd'hui, ça peut paraître iconoclaste, mais la donnée ne suffit plus. Dans le cadre de la recherche, notamment en oncologie, où l'importance des biomarqueurs est déterminant dans les démonstrations, en fait, on va vouloir de plus en plus, a posteriori, dans 2 ans, monter une cohorte, et puis dans 2 ans, vous voudrez absolument savoir si les patients que vous avez inclus aujourd'hui en 2021, finalement, étaient, on va dire, positifs ou négatifs à certains biomarqueurs du futur. Et donc, l'enjeu, il est d'avoir de la donnée, il est d'avoir de plus en plus des biobanques avec des échantillons autour pour pouvoir refaire des tests qu'aujourd'hui dont on ne dispose pas
et dont on aura besoin dans le futur. Et puis, on voit de plus en plus la nécessité d'associer ça à des capacités de séquençage pour pouvoir avoir aussi tout le séquençage du génome du patient, de la tumeur ou même de l'ADN circulant, à tout un certain nombre d'éléments qui sont vraiment clés dans la recherche qu'on va faire aujourd'hui et qui seront nécessaires demain. Donc, les registres, je le disais en introduction, vont s'enrichir et c'est un enrichissement qui est véritablement dans le temps. Donc, tout ça, ça coûte très, très cher et c'est véritablement des approches, et pour reprendre vraiment le point d'Anne-Lynn, aujourd'hui, objectivement, il ne peut y avoir que d'approches publiques-privées pour pouvoir financer au long cours toutes ces cohortes, parce que on parle d'une cohorte, mais il y a tellement de pathologies à adresser aujourd'hui, à traiter, que on voit bien qu'une approche exclusivement publique ne pourra pas porter tous ces investissements au long cours. Parfait, merci Romain pour cette explication et Anne-Lynn. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions, il est 19h22, donc généralement vous pouvez à partir de 19h20 formuler vos questions par écrit dans la partie chat ou la partie questions. Anne-Lynn, on a eu des textes fondamentaux qui ont été quand même avancés au cours des derniers mois, si on peut dire. Il y a eu les points clés, l'accès précoce dérogatoire, ça c'était un texte de juillet. Il y a eu l'impact du guide méthodologique des études en vie réelle. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pouvez faire un point sur ces deux textes et puis les avancées qu'ils apportent et ce qui reste à couvrir encore? Oui, alors sur le premier point, en effet, il y a un guide qui est paru par la HAS avant l'été sur les études en vie réelle notamment à soumettre dans le cadre d'évaluation auprès de la HAS. Donc c'est une mise à jour qui a été faite en fait d'un précédent guide qui ne portait que sur les études post-inscription. Et c'est pour ça aussi qu'en introduction, je vous mentionnais que le scope finalement et le souhait des autorités sanitaires s'agrandissait, puisque finalement ce nouveau guide ne cible plus seulement les données à collecter en post-inscription, mais englobe le tout, donc y compris la primo-prescription. Et ça, je pense que c'est vraiment une évolution, d'où l'enjeu de développer ce type de données dès la primo-prescription. Alors, ce guide vraiment est un point c'est un point de démarrage, hein, bien sûr, pour la réflexion. Ça répond pas à toutes les questions, mais en tout cas, ça précise pourquoi la HAS pourrait demander des données de vie réelle en primo-prescription, à quoi ça pourrait répondre comme question. Donc, surtout ce qui est caractéristique des patients, puisqu'on peut avoir une différence entre les patients qui sont inclus dans les essais et ceux qui vont être réellement traités. Et là, les données de vie réelle peuvent apporter une précision sur ces éléments-là. Ce guide permet également de pointer le fait qu'on va avoir besoin de données sur la qualité de vie également des patients. Donc ça, c'est quelque chose qui est pointé par la HAS dans ce guide-là, mais aussi sur l'accès précoce, sur lequel on reviendra juste après. Donc voilà, ce guide est un document important quand on souhaite développer une étude en vue d'un dossier que l'on va déposer à la HAS notamment, pour savoir à quoi vont servir ces données. Et également, il y a les méthodes à mettre en œuvre pour développer ce type d'études. En ce qui concerne la réforme sur les accès précoces, en effet, Jacques Bernard, vous avez précisé qu'il y avait donc une réforme en juillet sur les accès précoces, donc les ATU avant. Donc maintenant, c'est la HAS qui évalue, en partenariat bien sûr toujours avec l'ANSM, ce type de demande. Et pour l'industriel qui a l'opportunité d'avoir ce type d'accès précoce sur le marché pour son produit, c'est véritablement la première chance en fait, la première opportunité pour récolter des données en vie réelle. Et la HAS, dans les documents qu'elle a mis en ligne sur son site, précise clairement son souhait d'obtenir des données de qualité via ces accès précoces, et ça conditionne vraiment la qualité et la poursuite de l'accès précoce pour l'industriel. Et d'ailleurs, les demandes qui sont faites par la HAS sont assez limitées, puisqu'il y a seulement quelques
types de données qui sont à recueillir, notamment les caractéristiques des patients, les conditions d'utilisation en vie réelle, l'efficacité, bien entendu, la tolérance avec tous les événements indésirables qui doivent être recueillis. Et ces premières données de vie réelle vont bien sûr venir alimenter ensuite le dossier qui va être fait par l'industriel pour sa demande de remboursement. Donc, c'est vraiment une première chance qui n'est pas à négliger pour l'industriel. Et d'ailleurs, la HAS, dans ses guides, indique qu'elle ne souhaite pas plus de 10% de données manquantes. Donc, vraiment, la qualité des données doit être au rendez-vous. Dans ce que vous en connaissez, est-ce que les entreprises et les investisseurs qui sont dans ces entreprises sont prêts sur ces dossiers-là? Alors, on a peu de recul, en tout cas, sur les dossiers là qui sont fournis maintenant via la nouvelle réforme. Mais en tout cas, de par mon expérience que j'ai eue sur du coup les dossiers ATU, c'était des dossiers qui étaient en termes de recueil de données étaient de faible qualité et finalement ces données qui étaient recueillies en vie réelle ne venaient pas alimenter les dossiers de demande de remboursement. Donc c'est pour ça aussi, je pense que la HAS a vraiment souhaité là renforcer cette qualité des données et mettre un seuil finalement de données manquantes ou parce que je pense en effet que jusque-là, peut-être que la qualité des données et le recueil étaient un petit peu sous-estimés. Il était aussi, pour rebondir sur ce que vient de dire Anne-Lyne, il y avait véritablement un enjeu aujourd'hui d'envoyer des attachés de recherche clinique pour pouvoir vraiment recueillir la donnée, cette donnée de qualité. Je pense que l'idée et la volonté de recourir à des registres pour l'accès précoce, elle est formidable, ça va donner un appel d'air, mais ça repose quand même la question du coût pour fournir cette donnée. Encore une fois, ça reste quand même beaucoup encore quelque chose de manuel. Et je pense qu'il faut répondre de plus en plus par des approches où il faut faciliter l'accès à des cohortes, c'est-à-dire des bases de données dont l'objectif est de manière perpétuelle de fournir une information aux industriels, aux autorités autour d'une pathologie, etc. et de pouvoir mesurer en temps réel, parce que c'est là où il faut aller, c'est le temps réel qui va être le vecteur d'une réduction des coûts et une facilitation de l'accès à la donnée. Il va falloir aller vers le temps réel. Et le temps réel, c'est finalement de plus en plus chercher des approches hybrides entre un attaché de recherche clinique qui va trouver une information qu'on ne trouve pas dans le système, qui n'est pas produite de manière structurée, et une information qui, elle, finalement, consiste juste à être, on va dire, plugué, pour parler bien français, mais tout simplement à parier ou tout simplement capter directement à la source, comme de l'imagerie, comme un signal d'un électrocardiogramme, ou etc., etc. Donc, en fait, les approches hybrides, ça devient, là, on revient sur un sujet un peu technologique, vont être essentielles pour réduire les coûts. Et je pense que l'enjeu qu'on évoquait tout à l'heure sur la question de gouvernance, pour dire de quoi on a besoin comme données pour supporter l'innovation, la recherche, la démonstration tout à l'heure, va devoir être de plus en plus complété par une dimension technologique pour réduire, pour faciliter, faire appel à l'intelligence artificielle pour pouvoir structurer, contrôler la donnée et réduire le coût. C'est un sujet qui est aussi bien un sujet de gouvernance qu'un sujet maintenant de technologie pour collecter ces données au moindre coût. Et je pense que ça aussi, quand on parle des investissements qu'on évoquait tout à l'heure, ou des montants impressionnants qu'on évoquait sur les cohortes, ce montant doit également financer pour parler moderne, une digitalisation du métier de l'attaché de recherche clinique. Et là, on va arriver avec ces nouvelles approches de process de la donnée et de la lecture des données, à quelque chose qui va être beaucoup moins cher et qui va véritablement être compétitif, parce que la qualité au moindre coût va faire quelque chose d'assez détonnant dans le marché aujourd'hui. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la France, mais même j'allais dire, les autres pays restent encore sur des approches qui sont relativement manuelles. Vous avez des entreprises internationales bien connues, dont finalement la force est d'avoir fait des partenariats avec beaucoup d'hôpitaux. Et le partenariat consiste à pouvoir faire relire
les contenus des dossiers médicaux pour structurer l'information par des personnels offshore. Alors donc on voit bien que ce modèle-là marcherait pas très très bien en Europe, mais en tous les cas, ça montre bien encore le caractère manuel et l'obsession de chercher quelque chose à moindre coût. Et donc une façon de se démarquer, ce sera probablement on va dire une des conséquences aussi du Covid, c'est de se dire qu'il faut absolument investir dans ces technologies de l'IA, non pas pour faire de la médecine personnalisée ou exclusivement de la médecine prédictive, mais de plus en plus pour aider à structurer l'information, la recueillir et la rendre de qualité, et pour répondre à la question qu'évoquait Annie. Bien, on a beaucoup parlé des entreprises, des professions de santé, pas beaucoup des associations de patients. Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? Comment vous voyez les choses tous les deux, chacun de votre point de vue? Alors, je pense que les associations de patients ont en effet un rôle très très important et elles sont de plus en plus sollicitées en tout cas par les autorités sanitaires. Donc, je pense que elles peuvent être sollicitées à plusieurs moments, notamment, je l'évoquais tout à l'heure dans les accès précoces. La HAS demande à ce que les associations de patients soient impliquées dans ces recueils de données, notamment en intégrant un questionnaire patient. Les résultats de questionnaires de qualité de vie, de satisfaction patient sont de plus en plus demandés. Après, la question vraiment, c'est la méthode qui est utilisée pour recueillir ces données, et il faut vraiment une méthode qui soit robuste pour qu'ensuite ces types de données puissent être prises en compte dans les évaluations qui sont faites par la HAS. Typiquement, aujourd'hui, la technologie va vraiment être d'une grande aide pour ça, pour recueillir les données du patient. On parle beaucoup de dispositifs dits de PRO, Patient Reported Outcomes. Aujourd'hui, à l'IRL, vient de faire l'acquisition d'une entreprise qui est vraiment experte dans ce domaine pour vraiment faciliter le lien avec les patients et de collecter cette donnée sur l'expérience de la vie avec la maladie. Mais attention, c'est pas qu'un sujet technologique, c'est aussi avoir un dispositif qui, même dans le cadre d'un essai clinique, vous demande tous les jours si vous avez mal, vous avez chaud, vous avez froid, etc. C'est quand même quelque chose qui, à la fin, vous rappelle que vous êtes malade, et ça va très vite se poser la question de entre guillemets, la fidélité ou la capacité des patients à vouloir continuellement répondre au dispositif. Et donc, un des enjeux dans ces nouvelles approches, c'est d'arriver à fournir un service au patient en plus que de collecter sa donnée. Et donc, c'est tout le travail qui doit être mené avec les associations de patients pour pouvoir répondre à des questions qui sont posées. C'est la capacité également de pouvoir jouer sur la carte de la communauté de patients, c'est-à-dire il y en a bien qui a quelques années d'avance, d'expérience, et qui va pouvoir partager son expérience avec d'autres. Donc, on voit bien que de plus en plus, ces aspects technologiques ne sont pas qu'exclusivement technologiques. On voit toujours quand même arriver l'aspect humain. Et c'est des questions, encore une fois, d'organisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les approches qui vont vraiment se distinguer en matière de Patient Reported Outcome Measurement, donc ces solutions technologiques telles que celles qu'on vient d'acquérir, c'est vraiment cette capacité à animer des communautés sur le long cours. Donc, les associations de patients sont essentielles parce qu'elles facilitent l'accès aux patients. Elles vont vraiment jouer un rôle majeur dans l'embarquement des patients dans la saisie de l'information et la distribution de cette information. Et pour moi, elle joue un dernier rôle, et ça, peut-être que Anne-Lyne, tu vas pouvoir compléter ce point de vue, mais je pense qu'aujourd'hui, on mesure l'expérience patient de manière un petit peu trop systématique sur la base de questionnaires validés qu'on connaît depuis des lustres, EQ5D, SF12 et SF36, sur des jeux de questions qui ne correspondent pas à ce qui est important aux patients dans leur vie avec la maladie, etc. Et je pense qu'il y a vraiment une révolution qui est à mener avec les associations de patients pour bien mesurer ce qui est important pour le patient dans sa vie avec la maladie, et combien un médicament, une IA, un dispositif médical peut contribuer à résoudre, à apaiser, à calmer, etc., etc. Et donc, il faut véritablement pouvoir mesurer ça. Il faut revoir complètement les questionnaires. Il faut revoir les questionnaires. Alors tout à fait, oui. Après, je pense que ça pose aussi d'autres questions qui sont pas anodines. En effet, en France, en tout cas, c'est pour mener une évaluation médico-économique pour la HAS, il faut en effet utiliser le Q5D. Voilà, c'est des recommandations ce sont des recommandations méthodologiques. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Romain.
pour certaines pathologies, en effet, ces questionnaires génériques ne vont pas permettre de recueillir de façon appropriée le vécu du patient. Et donc là se pose la question d'utiliser des questionnaires spécifiques. C'est tout à fait possible et justifié, mais se pose ensuite quand même la question de comment on va les évaluer et quels résultats on va avoir in fine. Voilà, pour pouvoir aussi comparer, parce que l'objectif, c'est de pouvoir comparer en termes d'évaluation médico-économique, de pouvoir comparer les résultats qu'on va avoir sur une pathologie par rapport à une autre. Donc, ça a des implications en termes de méthodologie ensuite. Voilà, ça déroule beaucoup de questionnements derrière. Mais ce que je voulais également souligner, c'est que le rôle du patient, en tout cas, est de plus en plus important, que ce soit en effet pour générer des données de vie réelle. Il va être en effet sollicité pour répondre à des IPRO, IPREM, mais également dans les essais cliniques. Et ça peut être parfois un petit peu mis de côté par les industriels. Dans les essais cliniques, il y a véritablement des efforts à faire pour recueillir la qualité de vie, le vécu du patient dans les essais cliniques. Parfait. Alors, il y a peut-être Bernard, juste un point sur les associations de patients. On parlait tout à l'heure de la gouvernance sur les modèles de données qu'il faut imaginer pour pouvoir répondre aux questions de recherche. Véritablement, il y a 3 acteurs à mettre il y a 4 acteurs à mettre autour de la table pour définir ce dont on a besoin. Il y a bien évidemment les professionnels de santé, les chercheurs, il y a les industriels de santé, il y a les autorités pour reconnaître une source, mais il y a véritablement les patients pour pouvoir réfléchir sur ce qu'on veut mesurer, ce qu'on veut mesurer au long cours. La question de l'anticipation qu'on avait évoquée tout à l'heure par Anne-Lyne, c'est vraiment une logique industrielle. Je pense que s'il y a un message aujourd'hui aussi à avoir en tête, c'est que, alors le mot industriel, j'entends par là, il faut véritablement créer des projets, des partenariats, des consortiums publics-privés, mais dont la finalité va être de fournir une donnée, et ça, c'est une ère aujourd'hui probablement encore un peu sous-estimée en matière d'investissement pour des fonds, etc. Mais il y a véritablement d'abord un besoin, ce qui veut dire qu'il y aura un marché, ça veut dire qu'il y aura demain une source de revenus, encore une fois, qui doit permettre un investissement permanent pour pouvoir financer l'innovation, que ce soit l'intelligence artificielle pour lire ou collecter des données qu'on n'arrive pas à obtenir aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut penser la donnée de plus en plus comme des objets dont la finalité va être de produire la donnée dans des logiques de partenariat, consortium, réunissant à minima les autorités, les industriels, les chercheurs et les patients. Et c'est là où les associations de patients sont essentielles. Parfait. Eh bien, il est 19h39. Comme on le fait habituellement, on arrête à 19h40. Il est grand temps. Merci à tous les deux. Merci Anne-Lyne, merci Romain d'avoir témoigné, de nous avoir apporté votre information sur le domaine des données de vie réelle. Merci encore. Je rappelle à nos participants, d'abord, merci d'être venus avec nous. Et puis, je leur rappelle que la prochaine conférence, ce sera avec Antoine Papiernik, que vous connaissez tous, qui est le président managing partner de Sofinova Partner. Sofinova qui fait beaucoup d'opérations ces temps-ci et qui va en annoncer encore une belle demain matin pour les matinaux, ce sera à partir de 7h. Voilà un peu les choses. Et avec Antoine, vous le savez, on fait un format, on refait l'actu pendant 40 minutes. De la même manière, on couvre toute l'actualité sur les biotech dans le monde entier. Voilà, merci beaucoup encore. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, à très bientôt. Merci Anne-Lyne, merci Romain. Merci Jacques Bernard. Au revoir à tous.